L'Association panafricaine pour l'alphabétisation et la formation des adultes est actuellement facilitateur, directeur de la chaire ICESCO UCAD sur la renaissance de l'Afrique. Bonjour Bouba Diop, et qu'est-ce que cela veut dire, chaire ICESCO UCAD d'abord, pour éclairer la lanterne des auditeurs? Eh bien, je voudrais tout d'abord saluer Binta, toujours pertinente, pleine de punch, et saluer mon co-débatteur Daouda, l'ébou du centre du Sénégal, qui fait partie de ceux qui ont reçu les lébous du Nord, dont je fais partie. Alors, la chaire ICESCO UCAD, comme vous le savez, je suis enseignant à l'Université de Dakar depuis le début des années 80, et donc j'ai pris ma retraite. Et l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO des pays musulmans, a décidé de mettre en place à l'université Cheikh Anta Diop une chaire sur la renaissance de l'Afrique. Et quand ils ont fait appel à moi, j'ai essayé d'expliquer pourquoi Dakar et l'UCAD doivent accepter cette offre. C'est le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Senghor, le pays de Aliou Diop, Sembène Ousmane, la liste serait très longue. Donc c'est dans ce cadre qu'on a expérimenté donc une chose qui consiste à mettre des contenus dans ce débat sur la renaissance de l'Afrique. Et j'ai travaillé avec eux et ça se déroule très bien actuellement. C'est un projet sur 4 ans et puis après on va évaluer. Inch'Allah. Nous recevons également Dr Daouda Ndiaye Djaraf, juriste, docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Bonjour docteur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta, et merci d'avoir invité le professeur Bouba Diop, qui nous confirme encore une fois qu'un pays a toujours besoin d'un sage. Et donc je voudrais en même temps vous remercier aussi de m'avoir invité, de saluer au passage les gens de mon quartier. Je suis né sur cette rue-là, la rue 15, Médina. Oui. Cette rue porte le nom de Kadi Djibril Diagne, mon arrière-grand-père. Et donc j'en profite pour saluer le chef de Pench, mon oncle Elhadj Shams Eddine Diagne, et les Djambour du Pench, et tous les Djambour de Ndakaru. Merci beaucoup, docteur Daouda Ndiaye. L'école, on en parle, c'est la rentrée des classes, mais déjà, professeur Bouba Diop, les syndicalistes commencent à menacer, et beaucoup d'écoles sont envahies par les eaux de pluie. Le Oubutei Diangoutei n'est certainement pas possible. Alors, quelle est votre lecture d'abord sur cette situation qui revient pratiquement chaque année? Alors, je voudrais donc enchaîner en exprimant ma compassion, comme vous l'avez bien souligné, vis-à-vis de tous ceux qui souffrent ou sont inquiets face à la situation, exprimer aussi ma solidarité, non seulement au peuple sénégalais, aux peuples africains, et aux peuples du monde qui luttent pour la liberté, pour la solidarité. Hier nuit, je n'ai pas beaucoup dormi avec ce qui s'est passé en Palestine. Absolument. Et qui continue. Et je pense que vous avez bien fait d'organiser ce débat sur l'éducation, sur l'école. Mais pas seulement pour le Sénégal, parce que l'Afrique et le monde, nous avons tous besoin d'éducation. C'est Nelson Mandela, vous connaissez la phrase, si on veut transformer le monde, il faut passer par l'éducation. Et il y a également un slogan que vous connaissez, si vous estimez que l'éducation ça coûte cher, essayez l'ignorance et bonjour les dégâts. Alors, ce que vous posez comme problème, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. J'ai participé il y a 3 semaines à une réflexion d'une organisation que je voudrais encourager, COSIDEP, qui est la coalition. Par Mbow. Très bien. Donc, Cheikh Mbow, Hélène Ramagnan. Pas plus tard qu'hier, ils ont organisé une foire pour poser les problèmes que vous évoquez. 3 semaines auparavant, il y a eu une réflexion sur les problèmes que vous soulevez. J'ai participé, je vous ai même envoyé ma contribution, que je ne vais pas développer. Sur ce que je leur ai dit, la nécessité d'une carte de spectre des problèmes. Les problèmes, on les connaît, et il y en a qui surgissent, mais il faut une carte des problèmes. Et vous avez raison
les thèmes qui ont été discutés, ces thèmes, c'est la transformation, je l'ai dit, quantitative et qualitative du système éducatif. Oui. La population a augmenté. Nous, quand on était jeunes, on était 3 millions à peu près quand on était à l'école. Aujourd'hui, on va entre 17 millions, peut-être même 18. Ça, c'est le premier. La transformation en matière de qualité, mais surtout également en matière de quantité. Deuxième élément, le capital humain et protection sociale, ils l'ont posé. On va y revenir. Troisième question qui a été débattue, c'est l'éducation, les crises et la résilience. Et parmi les crises, il y a la situation politique, la situation sociale du Sénégal. Effectivement, nous allons aborder tous ces aspects dans le cadre des solutions qu'il faut trouver. Mais le problème est là. Chaque année, l'école est sale. Il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas je sais pas moi, il y a des abris provisoires, les syndicalistes qui menacent. Ce sont des problèmes qui reviennent justement, chaque année. Je dis, le débat Oubitei, Djangtei, c'est un slogan magnifique, mais qui est responsable? Moi, j'ai participé aux assises de l'éducation, j'étais même vice-président. Le professeur Abdou Salam Sall était président, le ministre Yorode et moi-même, on était les vice-présidents. Qu'est-ce qui a été fait en matière de monitoring, de suivi, des recommandations? Parce que ces questions-là, ce n'est pas des questions nouvelles. Les questions liées à l'encadrement, les questions liées à la situation du cadre de vie, tous ces problèmes sont posés depuis très longtemps. Le financement de l'éducation. Maintenant, la question de l'ouverture, l'accueil, là aussi, je viens de dire qu'il faut une carte. Toutes les écoles n'ont pas les mêmes problèmes. Si vous faites une carte, je vous assure, il y a des endroits où les gens ont profité même des vacances pour travailler. Je sais ce dont je parle, où des enseignants et des élèves, les directeurs, ont commencé à travailler sur le programme. D'autres, et c'est ça la majorité, effectivement, ont de sérieux problèmes. Donc cette carte-là, si elle n'existe pas, on ne peut pas régler le problème. Donc, est-ce qu'il y a un dispositif pour suivre à temps les problèmes et pour trouver des solutions, là où c'est possible? À mon avis et à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait une cartographie. J'ai l'impression qu'il y a un pilotage à vue. Et malheureusement, quand il y a un pilotage à vue, on ne peut pas régler le problème. Et ce que vous dites, c'est vrai. Chaque fois, on va poser les mêmes problèmes. Et il faut faire comme Sisyphe. Oui, mais il faut imaginer un Sisyphe heureux. Vous savez qui est le personnage de Sisyphe? Le pauvre, qui pousse le rocher jusqu'au sommet de la montagne et le rocher qui tombe. Ici, on a nos mythes. Baïdemba War. De faire liggéey ba dee. Mais Baïdemba War, am na itam jigéen bu nga xam ne moo nekkoon ak moom qui travaillent aussi. Donc il faut voir ceux qui travaillent, comment les aider. Sinon, effectivement, il y aura toujours des Sisyphes et des Baïdemba War et des Penda War aussi. Oui, qui travaillent, mais ça ne donnera pas de résultat. Il a dit, professeur Daouda Ndiaye, Bouba Diop l'a dit, il y en a qui ont profité des vacances pour travailler, mais les syndicalistes ont quand même posé le débat. Ils ont dit que l'État a pris sur lui unilatéralement d'ouvrir l'année scolaire ou bien les classes en ce moment, alors que rien n'est prêt. Alors, il y a toujours des problèmes. Les B.A.B.A., on n'en a pas trouvé, on n'en trouve pas les solutions par rapport à ça. Toujours de l'eau dans les écoles, des écoles sans toilettes, les abris provisoires, les syndicalistes qui menacent, les parents d'élèves toujours dans un perpétuel stress. Ça, ce sont des problèmes, je pense, qu'il faut régler en attendant de cartographier les réels problèmes. Oui, Binta, justement, je suis en train d'abonder dans le même sens que le professeur Bouba Diop. Parce qu'aujourd'hui, on a un plan d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, donc qui couvre la période de 2018 à 2030. Nous avons au Sénégal un référentiel qui permet de travailler à la fois sur l'environnement de l'enfant, sur la qualité surtout. Vous voyez qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale vient de déclarer que depuis 2016, l'État a injecté 50 milliards de francs CFA pour résorber des abris provisoires, 6 000 abris provisoires. Oui. Et aujourd'hui, ils n'ont pas réceptionné 800 abris provisoires. C'est grave. Et donc, c'est tellement grave. Et je pense qu'il faut repenser la politique éducative. Travailler sur une vision.
Travailler sur une vision, c'est aujourd'hui, on nous parle par exemple des jeunes qui prennent les pirogues de fortune pour aller rejoindre la Méditerranée, etc. Alors qu'on a la possibilité, dans ces contrats d'entreprise, d'inclure des clauses d'insertion professionnelle, parce que la jeunesse est une compétence transférée dans les collectivités locales qui gèrent directement les écoles primaires. On pouvait à la fois former des jeunes à partir des ASC, former des jeunes au métier de la maçonnerie, les impliquer, parce que moi je suis un élève de l'école. Impliquer les communautés de base. Voilà, impliquer les communautés de base. Moi je suis de l'école Médina 3, j'ai fait mon école primaire. Aller donner un coup de main ou de la peinture, il y a quelque chose de très affectif qui me lie à ce... Je pense qu'on n'a pas fait preuve d'ingéniosité ou d'innovation pour mobiliser les jeunes autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le sud du Sénégal, c'est là où il y a énormément de problèmes. Vous avez des abris provisoires à Sédhiou, à peu près 673, d'après les déclarations de l'inspection d'académie. Vous avez du côté de Vélingara, vous avez du côté du Bunkiling, donc tout le sud où il y a des abris provisoires. Abris provisoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du mois de mai, quand les premières pluies commencent à tomber, il n'y a plus école. Combiné à ça, les grèves cycliques des enseignants. 2022-2023, on a perdu 300 heures de cours. Donc imaginez comment on peut assurer la qualité. Et ils ont commencé à menacer déjà. Ils ont commencé à menacer. Et donc, à tort ou à raison, en tout cas, il y a énormément de problèmes à poser au niveau de l'école. Et donc, un abri provisoire, c'est-à-dire qu'une salle de classe, c'est un intrant de qualité, dans le jargon des sciences de l'éducation. Et donc, quand vous êtes dans un abri provisoire, vous êtes exposé au vent, les professeurs, il y a un problème de santé publique qui se pose, les professeurs sont malades, les endroits, ça ne fait pas envie. C'est-à-dire que sur la qualité, on joue beaucoup sur la lettre E. L'engagement des enseignants, les enseignants sont démotivés. Quand vous êtes dans un abri provisoire, vous êtes démotivés. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des abris provisoires qui ont fait plus de 10 ans. De 2016 à 2023, vous avez 7 ans où il y a une cohorte d'élèves qui n'ont connu que des abris provisoires. Et donc, il y a une démotivation des élèves, il y a une démotivation des enseignants. Et donc, à ce niveau, il y a un problème d'équité. Pendant que les élèves de Dakar sont en train de faire leur cours... Mais il y a des abris provisoires ici, à Dakar, il faut le rappeler aussi. Non, mais il y a des abris provisoires à Mbacké, on a déniché 3. Oui. Et donc, on doit mettre fin aux abris provisoires. Je pense que l'objectif est de mettre fin aux abris provisoires. Et de ne pas avoir ce sentiment d'impuissance en disant que sur 6000, on nous a rendu que 800. Mais est-ce que justement, Bouba Diop l'a dit, il faut mettre fin aux abris provisoires, le ministre l'avait annoncé, mais jusque-là, jusque-là, les abris sont toujours là. Est-ce qu'on n'est pas tenté de se demander où vont exactement les 40% dont on dit, les 40% qui sont injectés dans le secteur de l'éducation? Parce que chaque année, on a comme l'impression qu'on revit les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Bon, l'argent qu'on injecte. Vous savez, l'entrée par l'éducation, c'est une entrée très intéressante. Tout le débat que vous posez, c'est le débat de la transparence dans la gestion de nos pays. Est-ce qu'on a fait des audits pour savoir tout cet argent-là? Est-ce que ça a été bien utilisé? Est-ce que les matériaux étaient des matériaux solide. Il y a un certain nombre de questions. L'autre jour, d'ailleurs, lors du débat, mon collègue frère Khalidou Diallo a fait des développements très intéressants. L'ancien ministre de l'Éducation. Voilà, il a fait des développements très intéressants sur les écoles qui ont été construites dans certains endroits. Au bout de quelques temps, on s'est posé la question de la qualité également la pertinence des choix, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus puisqu'il est mieux placé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, connaître les problèmes qu'il y a. C'est quand même important, la qualité des absolument, mais il faut dire, quand on a fait des audits, il faut faire des sanctions. Absolument. Des sanctions positives ou des sanctions négatives. Et montrer les bonnes pratiques. C'est comme ça qu'un pays avance. Et puis, il faut fixer des priorités. Le capital humain,
Je signale, et je crois que Daoud est entièrement d'accord, la famille éducative, c'est les enseignants, c'est le personnel administratif et technique des services, c'est les élèves, les étudiants, les parents. Et il faut effectivement qu'il y ait des traitements, des questions liées au cadre de vie. Vous savez ce qu'on m'a dit lors des assises, un grand marabout de ce pays, parce que je faisais partie des délégations qui devaient aller dans une famille religieuse très importante. Un marabout nous a bien reçus, il nous a dit, si vous voulez savoir si un système éducatif est bon, il y a deux choses qu'il faut regarder. Premièrement, est-ce que celui qui enseigne, il est bien assis, et est-ce que son siège est correct, etc. Deuxième chose, est-ce que cet enseignant, de temps en temps, il se lève pour donner la place à un des élèves ou un des étudiants, de temps en temps, pour qu'il puisse prendre le relais. C'était très fort, parce que pour ceux qui connaissent Paulo Freire, qui connaissent l'éducation dans le monde, je signale au passage un livre très important qui vient d'être écrit sur l'histoire et l'avenir de l'éducation, par Jacques Attali, plus de 700 pages. Il faut dire que ces défis-là, c'est des défis qu'on trouve dans tous les pays. Et le gouvernement scolaire, ça existe. Dans certains établissements, je suis membre de la communauté des ONG, je suis gouverneur de Action Éducation. Il y a des ONG qui aident certains secteurs et où on voit que même les élèves, les étudiants, ils ont leurs organisations. Est-ce qu'on intègre tout cela? Est-ce qu'on écoute toute la famille? On ne peut pas régler les problèmes s'il n'y a pas cette dynamique. Les assises nationales, maintenant dirigées par le doyen Amadou Mokhtar Mbow, que je salue, ces assises avaient insisté sur la gouvernance sociale. Il y a l'éducation, il y a la santé. Est-ce que d'ailleurs, si on règle le problème des inondations, est-ce que les élèves sont en bonne santé actuellement? Est-ce que les enseignants sont protégés? Bref, il y a un certain nombre de questions. Est-ce que tous les établissements ont des services médicaux? Le problème du suivi, le problème de la santé, les questions sociales, tout ça, c'est l'école. Donc, l'éducation était articulée à la santé, aux questions culturelles, les contenus dans les écoles, et le sport à l'école. Et le grand débat maintenant, c'est le dialogue. J'espère que le comité national du dialogue social, je salue au passage Madame Innocence Ntap, en tout cas, doit, en plus de COSIDEP, qui constitue ce que j'appelle des digues. Le système éducatif a besoin de digues. Et ce que Daoud dit tout à l'heure, vous savez, une digue, ça protège, mais une digue aussi, ça peut servir de lieu de passage. Absolument. On peut l'utiliser. Donc, il faut renforcer ces digues, sinon on va continuer chaque année, comme vous dites, à avoir les mêmes récriminations et on ne va pas s'en sortir. Et ce que je dis pour le primaire, même le préscolaire, est-ce qu'on avance? Le préscolaire, le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, ce qui change, c'est l'intensité avec laquelle on règle les problèmes. Mais les problèmes de l'école sont connus. Il faut les cartographier et, comme Daoud l'a dit, les suivre régulièrement, au jour le jour, et ne pas attendre la catastrophe, parce que là, on a l'impression qu'on n'était pas bien préparé. Pas bien préparé. Et le gouvernement vient d'être changé là. Donc actuellement. Et donc on ajoute au problème des problèmes très complexes. Je ne comprends pas d'ailleurs où va le pays là. Docteur, j'ai tantôt évoqué la question du budget de l'éducation nationale. On en met beaucoup, mais à l'arrivée, on a comme l'impression que c'est le mode de financement même, ou bien les priorités qui posent problème. Moi, je pense que le problème de budget doit être replacé sur un problème d'efficience. Vous pouvez avoir 1 million de francs et vous mangez mal. Pour prendre un exemple vraiment basique. Et donc, la question du budget, c'est de voir comment investir, dans quel secteur investir. Comme l'a dit le professeur prioritaire. Quand vous n'arrivez pas à définir les priorités, en développement personnel, on nous enseigne que l'autorité ne peut pas à la fois répondre à toutes les sollicitations. Il doit déterminer des priorités. C'est ce qu'on appelle la loi d'Eisenhower. Et donc, partant de cela, moi je considère que aujourd'hui, nous devons réfléchir sur déjà les urgences. Comment faire en sorte que
les décisionnaires. Parce qu'il y a des enseignants qui ont un statut hybride et qui sont dans une forme d'insécurité au niveau de la fonction publique. Des enseignants qui ont les mêmes heures que les fonctionnaires, les mêmes formations, on les appelle les décisionnaires, et qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver un inspecteur pour valider leur entrée dans l'administration. Ils font les mêmes heures de cours, ils ont les mêmes nombres d'élèves, et ils sont dans les mêmes structures. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette précarité d'un certain nombre d'enseignants? Les contractuels, n'en parlons pas, ils sont dans des difficultés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le budget qu'on a, on devrait s'organiser pour que le métier d'enseignant soit attractif, pour maintenir, pour ne pas démoraliser, pour ne pas démobiliser. Mais on a comme l'impression que ce métier est attractif quand on entend le président de la République toujours parler aux enseignants. Il leur dit que vous êtes les plus gâtés de la fonction publique. Pratiquement tout notre budget vous est alloué. Non, mais le problème... On vous donne trop d'argent, on vous gâte. Non, mais le problème, c'est que le président de la République n'a pas regardé de près ce qui se passe avec les maîtres d'éducation physique et sportive qui sont aujourd'hui sous la tutelle du ministère des Sports et qui veulent être reversés au niveau du corps des professeurs d'enseignement donc du collège moyen. Et donc, ça aussi, c'est un problème où il y a une opacité dans le décret du président qui voulait obliger ces maîtres-là à faire des formations de 14 mois avant d'intégrer le corps des enseignants. Et je pense qu'il y a énormément de choses, parce que le professeur Bouba Diop parlait du capital humain. Ce capital humain, on a beau injecter des milliards, mais on peut faire énormément, beaucoup de choses avec peu de moyens. Et je pense que la question de l'argent, la part des 40%, et ces 40% même, il faut prioriser. Pour ces 40%, on dépend en partie de la coopération bilatérale pour compléter ces 40%. Vous allez chercher de l'argent à l'AFD, vous allez chercher de l'argent à la GIZ, et donc il y a quelque part une amputation, on est un peu étouffé dans notre liberté de pouvoir réfléchir et de mettre en place une école qui nous ressemble. Une école qui ressemble à notre pays. Et donc, c'est important à ce niveau-là d'avoir quand même une autonomie financière pour permettre à nos États de pouvoir piloter en toute sérénité le système éducatif. Mettre la main sur le curricula. Sur le curricula. Si on ne finance pas notre système, on ne peut pas prendre des décisions. Mais lorsque nous déléguons, c'est-à-dire qu'on abdique d'une partie de notre souveraineté à mettre en place un système éducatif qui ressemble à notre pays. Absolument. Alors, justement, Bouba Diop, vous allez bien rebondir sur ce qu'il a dit, mais il y a aussi le niveau bas des élèves qui pose problème. Est-ce que aussi cela ne résulte pas du niveau également des enseignants? Oui, mais avant de parler du niveau, je voudrais donner mon point de vue sur les questions de budget. Je suis entièrement d'accord avec donc Daouda sur la nécessité d'abord de s'entendre sur l'équilibre, un budget relativement équilibré, puisque les questions de salaire des acteurs, la question du cadre de vie, la question du matériel didactique, tout ça dans un budget, on doit veiller à ce que vraiment ce soit bien fourni. Maintenant, il y a un respect des normes et il faut que les États respectent les normes. Je donne l'exemple parce que moi je suis militant de l'alphabétisation, tu viens de le dire. On a demandé depuis la conférence de Bamako où j'étais, mais extraordinaire, 3% du budget de l'éducation pour l'alphabétisation, un pays où il y a plus de 50% d'analphabètes. Comment vous allez régler les problèmes? Si vous ne pouvez même pas donner ces 3%-là, là je donne que l'aspect alphabétisation dans le cadre du budget. La question maintenant des sources de financement, c'est vrai, l'État doit faire le plus. Et je précise que moi, j'ai enseigné 2 ans aux États-Unis. Même le gouvernement américain, donc pas un pays plus capitaliste que les États-Unis, mais l'État non seulement finance une partie du public, mais aussi une partie du privé. L'État aide le privé. En France, c'est la même chose. Donc, la question du rôle de l'État
c'est indiscutable. Maintenant, le rôle des parents, mais même le rôle de ce que j'appelle les alumni, ceux qui ont été sortants de l'école. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère, un ami. On a fait la même école primaire. Quand il est devenu directeur de l'école, je lui ai dit un jour, mais moi, je suis prêt à te donner 1000 francs par mois si tous ceux qui, depuis les années 40, ceux qui sont vivants, donner 1000 francs, à certains moments, tu n'auras même pas besoin de l'argent de l'État. Vraiment. Mais ce n'est pas organisé dans ces pays. Il y a des projets de banque de l'éducation. Je suis membre du groupe autour du professeur Abdou Salam. Mais est-ce que l'État est en train d'aider pour que ces fonds innovants soient là, sans oublier la responsabilité sociale des entreprises qui se font énormément d'argent, que ce soit le zircon, le pétrole, le gaz. Cet argent-là, quelle est la partie qui doit revenir à l'école? Donc, je crois qu'il a raison. Il y a un certain nombre de problèmes. Maintenant, pour revenir à votre question pertinente, des élèves. Le niveau. Oui. Je viens de lire une étude très intéressante qui dépasse le cadre du Sénégal sur le niveau de l'éducation en Afrique. C'est tout récent d'ailleurs. J'étais très frappé par le fait que, ce qui n'est pas faux, que le niveau des enseignants joue un rôle très important. Mais ce n'est pas seulement le principal problème. Dans quelle langue on éduque? Mais cette question est posée depuis Mathusalem. On n'arrive pas... Bon, il y a des efforts. Je crois que je ne vais pas faire la démagogie en disant que rien n'est fait. Mais on est encore loin de faire ce qu'il faut faire, le basculement. Cette éducation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit multilingue, en partant de nos langues nationales, multimédia et multiscript. Moi, cette conviction, je l'ai depuis plus de 30 ans. En regardant mon pays, en regardant le système, le Sénégal, tout récemment, au centre de Bob, l'ambassadeur de Cuba est venu, on a discuté sur un certain nombre de questions, ils étaient prêts à se dire. J'ai dit, bon, Cuba, vous avez plus de chance que nous, vous avez une langue unique. Nous, on a nos langues nationales, plus d'une vingtaine. Il y a le français, qui est la langue que la colonisation nous a donc amenée. Et l'arabe aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui font des efforts, mais il faut que le système soit cohérent. Il faut partir d'abord des langues nationales et voir comment utiliser ce que j'appelle les langues exogènes, parce qu'il y a des langues endogènes. Cette distinction est à faire, sinon on tourne en rond, on va pas... Il y aura toujours des Sénégalais comme toi, comme moi, comme Daoud, qui vont sortir du lot, mais la grande masse est hors du circuit. Et c'est ça qui est terrible. Donc, la qualité, ce n'est pas seulement le problème des élèves, mais c'est le problème de tous les Sénégalais, les citoyens. L'environnement lettré est un environnement catastrophique. Les gens qui sont alphabétisés, ça ne leur sert à rien du tout. Parce que dès qu'ils sortent, ce qui est écrit, ça ne dit absolument rien. Ils ne peuvent même pas comprendre ce qui est écrit. Et ils sont nombreux, c'est la majorité. Voilà les grandes questions qu'il faut L'introduction des langues nationales dès le primaire, déjà, ça doit régler l'affaire, mais également, il faut également nous dire comment vous pensez pourquoi aujourd'hui le niveau des élèves est très bas? On pointe du doigt souvent également le niveau des enseignants. Oui, moi je pense que la question des langues nationales, elle revient toujours. Elle revient toujours parce qu'on sait qu'aucune nation développée ne s'est développée avec une langue étrangère. Nous avons le français comme langue officielle, mais qui a accès à la langue française. Les indicateurs nous donnent 65,5% de personnes qui n'ont pas accès à la langue française. Donc, nous avons intérêt à avoir déjà une politique linguistique. Ce n'est pas tout de dire la promotion des langues nationales. La promotion des langues nationales a besoin de réformer les curricula, réformer la formation des enseignants, réformer aussi notre environnement. Quand vous voyez, par exemple, autour de nous, la devise de l'université, ce n'est pas pour jeter la pierre au professeur Bouba Diop, la devise de l'université, c'est en latin. Lux mea lex. Quand vous arrivez sur l'obélisque, la place, l'obélisque, la place de l'indépendance, l'autre place, vers Koloban, vous voyez 1960, c'est écrit en chiffres romains. Et donc, vous voyez que sur le même boulevard,
qui est le boulevard Général de Gaulle. C'est là où on fête l'indépendance du Sénégal. Absolument. On ne voit apparaître nulle part. On peut aller à Fann Résidence et trouver la rue Saint-John-Perse. Mais on ne voit pas la rue Cheikh Moussa Ka ou la rue Cheikh Samba Diarra Mbaye. La rue Victor Hugo jouxte le palais de la République. Oui. Donc vous voyez que dans l'écosystème, dans l'environnement de l'enfant, il n'y a rien qui montre un intérêt à ce substrat culturel, à cet héritage culturel qu'on doit développer. Et donc, ce n'est pas une école coupée du monde extérieur. Ce n'est pas une école en vase clos. C'est l'école intramuros et extramuros. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui se joue dans nos quartiers. Vous voyez que, par exemple, ici, dans les rues de la Médina, vous voyez rue 15, rue 5, rue 13, rue 17. Et toutes ces rues-là portent le nom de dignitaires lébou, dont mon arrière-grand-père, la rue 15, rue Kadi Djibril Diagne. Mais on nous donne des chiffres arabes comme si on était dans une forme de prison à ciel ouvert. Et donc, le travail qu'on doit faire, c'est d'avoir une pédagogie convergente. Mais ce qu'on appelle par pédagogie convergente, c'est introduire les langues nationales dès le primaire, accompagner l'enfant et introduire progressivement le français. Malheureusement, les expériences qu'on a eues au Sénégal en 2002, avant 2002, en 1978, bon, c'était la CCT qui avait commandé l'affaire et il y avait un échec. C'était commandé de l'extérieur. Le président Wade, en 2002, est venu mettre un schéma de mise en valeur, la mise à l'essai des langues nationales à l'école primaire. Mais les populations n'ont pas été préparées. Parce que moi-même, je suis allé à Mbacké, à l'inspection départementale de Mbacké en 2006. Ça fait 17 ans aujourd'hui. J'ai discuté avec des directeurs de classe expérimentale qui me disaient que il y a des parents qui retiraient leurs enfants de l'école primaire en disant que on n'envoie pas nos enfants à l'école pour apprendre le Wolof. Ça veut dire qu'au niveau de la communication, l'État a péché. Ça veut dire que sur le plan communicationnel, il y avait des expériences. Parce que le Nigeria est une expérience innovante où on fait des thèses en Hausa, en Yoruba, etc. Et donc, je pense que les Sénégalais sont assez outillés pour pouvoir s'inspirer des pratiques qui marchent ailleurs. Développer l'alphabétisation, comme l'a dit le professeur Bouba Diop. Mais il faut un environnement lettré pour que les gens continuent. Quand vous sortez aujourd'hui, vous achetez l'Obs, vous lisez l'Obs. Mais parce que vous avez appris à lire le français. Mais inconsciemment, vous êtes en train de renforcer vos acquis, les acquis de vos apprentissages. Vous découvrez un nouveau mot, vous allez le chercher dans un dictionnaire. Mais quand on vous alphabétise sans vous scolariser dans la langue nationale, vous êtes dans une forme d'analphabétisme de retour. Parce que quand vous êtes dans votre quartier, tout est perdu à l'écrit. Et donc, voilà l'épineux problème. Il faut prendre le taureau par les cornes pour régler ce problème des langues nationales. Et vraiment, félicitations au professeur Massamba Gueye quand même, qui fait un travail de titan dans ce domaine de l'alphabétisation. On le voit tous les jours sur sa page. Également, on ne peut pas parler de soldats au service de l'école et de la coalition et de l'éducation, sans parler également de la coalition nationale éducation pour tous, dirigée par Silego Balsi. Et je vois que vous êtes en train de prendre des notes et vous avez envie de rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, non, c'est une question pertinente et j'aime la provocation de Daouda à propos de Lux mais Alex. C'est vrai, moi, je fais partie d'une école très classique. J'ai fait le latin, j'ai fait le grec, j'ai appris l'égyptien ancien, puisque c'est le pays de Cheikh Anta. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Lux mais Alex, alors là, c'est tout un débat, mais vous savez, l'université de Dakar, c'est un héritage colonial. C'était un prolongement de l'université de Bordeaux. Bon, aujourd'hui, il faut se féliciter qu'il y ait une carte universitaire beaucoup plus riche. Mais le problème de fond, effectivement, au niveau des frontons, quels sont les termes qui sont utilisés, Lux mais Alex. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'on puisse, puisque cette université-là, avec son histoire, qu'on mette en Wolof l'erreur Sunuyon. Parce que Lux, la lumière, c'est ma loi, la lumière est ma loi. Mais il faut au moins que les étudiants ils comprennent. Quand j'étais médiateur, j'ai demandé que chaque étudiant ait un livret qui lui explique tout. Bon, est-ce que c'est fait? Est-ce que dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, les élèves, est-ce qu'ils comprennent le nom de l'école? Qu'est-ce qui est fait? Donc, tu as parfaitement raison. Moi,
Je donne une information très intéressante. Quand vous allez à l'université de Dakar, le grand amphi, quand vous rentrez dans la salle d'attente, il y a eu même des efforts, mais c'est un peu clandestin. C'est écrit en égyptien. Il y a même de l'égyptien qui est écrit là-bas. Il y a eu des combats très, très, très intéressants. Moi, j'aurais mis vie, force et santé. C'est le mot que nos ancêtres, depuis des millénaires, Sneb, Ankh et Wir. Ça, ce que j'ai dit là, c'est l'égyptien. Mais vous trouvez dans Wolof, Ankh, c'est la vie. Mais qu'est-ce qui fait l'effort pour que les gens comprennent tout ce chemin? Tu as parfaitement raison, tu soulèves un problème. La nouvelle université, vous savez pourquoi on appelle couloir de la mort? Toi qui es l'ébout. Couloir de la mort, que les étudiants disent, si je vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les étudiants ils appellent couloir de la mort, couloir de la mort? On vous écoute. Mais certains pensent, surtout les journalistes, ils pensent que c'est le lieu d'affrontement entre les policiers et les forces de l'ordre. Actuellement, si vous passez d'ailleurs, il y a des travaux, ce fameux couloir qui conduit de plus. Oui, tout le monde connaît. Mais vous savez quelle est l'origine de cette affaire? Mais pendant l'époque coloniale, les Français, quand ils avaient des condamnés à mort, c'est ce chemin qu'ils prenaient. Donc ils venaient, ils venaient là où il y a... C'est là où on faisait passer les condamnés à mort. Donc ce n'est pas lié seulement aux bagarres entre policiers et etc. Mais est-ce qu'il faut continuer à l'appeler? Moi, je me suis battu pour qu'on l'appelle couloir de la vie. Absolument. Et qu'on change la donne, que ce soit aujourd'hui, il y a des améliorations, hein, c'est très joli. Oui. Je félicite tous ceux qui ont été à un moment ou un autre au niveau de la direction du Koudou et qui ont fait en sorte que le cadre puisse être plus agréable. Il y a aujourd'hui des graffitis, il y a des choses, mais il y a encore des efforts à faire pour que les gens comprennent le nom de lieu. Et nos parents lébous savent très bien que c'est ce chemin que les colons prenaient pour aller fusiller là où il y a Terroubi là. Et c'est là où on fusillait les gens. Donc, un peuple qui ne connaît pas son histoire, comme disait l'autre, ma foi, on continue. Et les bagarres continuent entre policiers, il faut arrêter. Ce débat, c'est très important, mais il y a également une autre affaire que je voudrais qu'on aborde, c'est la politisation quand même du système. Est-ce que c'est le système qui est politisé? On voit des syndicats qui sont politisés, il y a le ministre également qui est très, très, très politique, et, les étudiants également, je n'ose pas dire les élèves, mais la politisation quand même, ça pose problème et à l'origine par exemple de la quasi-majorité des perturbations notées dans le système. Mais le mot politique, puisque Daoud va me provoquer encore, ça vient d'un mot qui signifie la gestion de la cité. Il y a une gouvernance politique, une gouvernance économique, une gouvernance sociale. La question, c'est de respecter les textes, comme il est bien dit, mais l'école a une histoire. Il y a des textes qui permettent de sauver l'institution. Les franchises universitaires, on parle même des franchises scolaires. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire à l'école. Mais est-ce que tous les enseignants sont au courant? Il y a des enseignants qui sont recrutés sans recevoir les textes qui les érigent. On vient, on vous recrute, on commence à vous payer. Je ne suis pas sûr que tout ça a été fait. Donc, la politique, telle que moi je comprends la politique, est inévitable dans le système scolaire universitaire. Mais ça dépend de quelle politique. Est-ce que c'est une politique qui permet de réussir? Ou bien est-ce que c'est une politique qui ne permet pas de réussir? Est-ce que c'est une politique qui permet les libertés dans l'établissement? Est-ce que c'est une politique qui donne une certaine autonomie à l'établissement? Ça dépend si ce qu'on est dans le privé. On ne parle pas de cette politique, on parle de cette politique destructrice. La politique politicienne, on appelle ça la politique... Université incendiée, on a vu des enseignants... Ça c'est pas de la politique, ça c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Ça c'est pas... D'ailleurs, le mot politique, c'est par opposition à la sauvagerie. Politique. C'est par opposition à la sauvagerie. Ce qui est sauvage, c'est quand on détruit tout, quand on ne respecte pas les normes, quand on n'est pas bien organisé. Mais ça, c'est la sauvagerie. Et la sauvagerie, elle existe dans nos sociétés. Et il faut tout faire. Et la seule manière de régler le problème de la sauvagerie, c'est l'éducation. L'éducation, non seulement des jeunes, mais des adultes. C'est-à-dire que le grand défi qu'on a, c'est le dialogue des systèmes, le dialogue
des acteurs. Et si on n'a pas ce dialogue de manière permanente, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que le dialogue social fait partie du dispositif dans la gouvernance sociale. Oui, la politisation. La politisation, moi je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un flash sur une pensée de Lénine qui disait que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Maintenant, la différence entre un syndicat et un parti politique, c'est qu'un syndicat défend des intérêts matériels et moraux d'une corporation donnée. Et ce qu'on a constaté, c'est que le pouvoir politique au Sénégal a toujours utilisé, en tout cas tenté, de remorquer les syndicats. On a eu la participation responsable sous Senghor, ou des syndicats, la CNTS, la participation responsable. Et de l'autre côté, vous avez le syndicat des enseignants du Sénégal que dirigeait Sega Sekfal de l'école normale supérieure, qui a été dissous pour mener subversive. Il y a un arrêt de la Cour suprême du Sénégal de 1973 qui traite cette question. Donc, je pense que les syndicats, à un certain niveau, devraient se détacher de la politique politicienne pour essayer de jouer au mieux leur rôle. Mais il y a toujours cette forme de relation contre nature entre le syndicat et donc les politiques. Et le danger aujourd'hui, c'est que on a vu beaucoup de responsables syndicaux très connus qui sont positionnés, qui sont des candidats par exemple à la présidence de la République, pour ne pas citer Dambot et tant d'autres, les Mamadou Dianté et autres. Et donc je pense que ça c'est dans l'histoire du syndicalisme au Sénégal, d'avoir des gens, des grandes figures qui à un certain moment, Latir Camara, Amadou Babacar Sarr, au niveau de la grève des cheminots de Thiès. Donc on peut refaire un peu cette histoire du syndicalisme pour montrer que à un certain moment, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est toujours possible avec ce qu'on est en train de vivre, avec ces syndicalistes? Non, aujourd'hui, quand vous avez des syndicalistes qui sont nommés PCA, suivez mon regard, on a vu Madame Bassok qui est aujourd'hui au Conseil économique et social. Est-ce que c'est un cap d'atterrissage pour certains syndicats? Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est que les syndicats doivent jouer leur rôle et les syndicats des enseignants doivent s'interdire d'enrôler des jeunes qui n'ont pas suffisamment de capacité de jugement pour sauver l'école. Pour sauver l'école. Il faut sauver l'école. Absolument. Oui. Mais je voudrais ajouter la question des responsabilités. Daouda a raison. Et là, heureusement que tu as posé le problème de fond. Qui est responsable de cette situation de surpolitisation? Vous savez que j'ai été médiateur à l'université pendant plus de 8 ans. Actuellement, je ne suis pas médiateur, mais je suis toujours à l'université parce que je participe à des jurys de thèse et de master. Donc, un enseignant, tant que physiquement il tient le coup, il peut toujours servir. C'est pour ça que la semaine prochaine, je vais assister à des soutenances. Je vais même présider au département d'histoire, de soutenance, à la faculté des sciences juridiques et politiques, je suis sur un autre dossier. Donc, qui est responsable de tout cela? Alors, je donne un exemple. Quand le gouvernement actuel, qui a été très généreux, a voulu donner à l'université beaucoup de moyens, j'ai attiré l'attention. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, faites gaffe. J'ai dit à certains collègues qui sont responsables d'établissement, cette politique-là n'est pas bonne, qui consiste à mettre les couleurs du parti au pouvoir sur les bus. On n'a pas voulu m'écouter. Les bus de l'université. Oui, mais et même les fusils. Alors que l'université a son autonomie. Mais non seulement son autonomie, mais c'est idiot. Qu'est-ce que ça apporte plus de problèmes? Le Parti socialiste a fait la même chose, c'était la couleur verte. Le PDS est venu, a mis la couleur bleue. Ils sont venus, ils ont mis les marron beige. Et quand vous avez vu la furie qu'il y a eu, les destructions. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais ça fait 8 ans, je vous ai dit, attention, vous êtes en train de faire des conneries. Excusez-moi du terme. Et on n'a pas écouté. Vous avez vu la furie. Deuxième chose, les syndicats, effectivement, ont des responsabilités. Il y a des incompatibilités. Moi, je suis le premier secrétaire général du SAES.
on a écrit qu'il y a des incompatibilités. On ne peut pas être secrétaire général du SAES et être leader de parti politique. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est écarté. Nous, on a dépassé ces problèmes. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis lors, je crois que le SYNPICS, à un moment, a essayé. Donc, il y a des normes et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Troisième élément, les étudiants et les élèves, il faut les informer, il faut participer à l'éducation permanente, il faut les écouter. S'ils ne sont pas représentés, ils ont une chanson. Si vous faites quelque chose sans moi, c'est contre moi. Vous connaissez leur chanson là? Quand vous élaborez une chose et vous ne les écoutez pas, il faudrait qu'ils soient bien représentés, sinon on ne peut pas. J'ai écrit un livre sur les syndicats dans l'histoire, je ne vais pas développer, mais je voudrais terminer en disant que l'éducation mène à tout. Vous savez, c'est dans le système éducatif que les questions politiques, comme il l'a dit, ce qui s'est passé ce matin-là, et ça continue d'ailleurs, la question palestinienne, moi c'est par le biais de l'éducation. J'ai été invité à Ramallah par des éducateurs, j'étais membre du Conseil international d'éducation des adultes. C'est les enseignants, les éducateurs qui peuvent aider pour les solutions de paix, non seulement dans leur pays, mais dans le monde. Quand j'étais médiateur, je suis allé à Vélingara, je suis allé à Kédougou. C'est les étudiants qui m'ont amené, d'ailleurs, en relation avec le recteur, pour dire que les élèves doivent amener la paix chez eux parce qu'ils sont informés, ils sont sensibilisés et ils sont sensibles. Donc, l'école a un grand nombre de combattants. Ce n'est pas seulement les enseignants, les étudiants et les élèves, ils connaissent très bien la situation de leur village, de leur pays. Donc là, on a un vivier extrêmement important. Et si on veut la paix au Sénégal, si on veut réussir ce que j'appelle la transition, parce qu'au Sénégal, on va être d'une transition de 2023 jusqu'à 2025-28 à peu près. Cette transition-là, l'école a un rôle extrêmement important à jouer. Et je crois que les éducateurs, les élèves, les étudiants, c'est un poids qu'il ne faut pas négliger. Docteur, vous avez ajouté quelque chose? Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avons intérêt à faire une forme d'éducation à la citoyenneté dans l'espace scolaire. Il faut sanctuariser l'école, faire en sorte que cette école-là n'ait même pas un gouvernement scolaire, mais des penches scolaires. C'est-à-dire que mettre en place un gouvernement scolaire, c'est mettre dans la tête des jeunes que toujours on est l'élite, le gouvernement peut tout faire, le gouvernement a la superpuissance. Essayer de mettre en place des cadres de concertation où il y a une forme d'horizontalité, où il n'y a pas toujours cette structure pyramidale qui se prépare. Quand on est à la tête du pays, on se croit, on peut tout faire sauf changer un homme en femme. Non, il faut essayer dès le départ d'inculquer chez les jeunes cette éducation à la citoyenneté sans laquelle on ne peut rien construire de solide. Merci. Merci beaucoup, Dr Daouda Ndiaye Djaraf, juriste docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Merci également à professeur Bouba Diop, Bouba, président de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et la formation des adultes et actuellement facilitateur, directeur de la chaire ICESCO UCAD sur la renaissance de l'Afrique. Merci également à El Hadj Ndiogou Diène à la réalisation de ce numéro de Remue Ménage.